on va passer. Donc, on m'a demandé d'explorer, de chercher ou d'expliquer une attitude devant un micropénis. On va essayer de survoler plusieurs étapes à travers le diagnostic et... Voilà, excusez-moi, je dois passer par ici. Du diagnostic jusqu'à la prise en charge. Donc, les objectifs étant d'abord définir quelles sont les normes pour identifier un micropénis, quels sont les pièges qu'il faut connaître comme étant un pédiatre, comprendre les étiologies et bien sûr avoir ou construire une stratégie d'exploration et à la fin adapter un traitement, pourquoi pas. Pourquoi le micropénis? Bon, une prévalence du 1,5 sur 10 000 nouveau-nés. Ça peut être le point d'appel visible. Donc, c'est comme la tête de l'iceberg qui peut faire orienter vers un problème endocrinien qui peut être parfois grave. Un problème endocrinien, un problème hypothalamo-hypophysaire ou bien un problème du tissu testiculaire, tout simplement. Dans un tiers des cas, désormais, l'étiologie reste inconnue. Mais avec les progrès de la génétique, on commence à mieux comprendre beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la croissance de la verge, même en intra-utérin. Le retentissement psychologique, certes, c'est parfois le motif de consultation, surtout des parents et des adolescents, vu les craintes ou vu l'implication de la dysmorphophobie. Alors, on va définir un micropénis par une insuffisance de développement de la verge, d'accord, avec une condition que ça soit anatomiquement normal. Donc, c'est une verge dont la taille elle est inférieure à moins 2 déviations standards par rapport à la moyenne, par rapport à la normale pour l'âge et le stade pubertaire. Pour le nouveau-né, puisqu'on doit faire le diagnostic à la naissance, donc c'est la taille normale de la verge elle est de 3,4 cm et on admet qu'un nouveau-né à terme, au-delà de 37 semaines d'aménorrhée, la taille inférieure à 2,5 cm, c'est la définition d'un micropénis. Et un enfant un peu prématuré, entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, on va admettre le seuil de 2. Mais on va voir que c'est des seuils qui font l'objet de beaucoup de débats, mais on va retenir les chiffres de 2,5 cm. Alors, une verge de petite taille, oui, mais elle doit avoir une anatomie, une morphologie normale, avec un urètre masculin normal, d'accord, un méa urétral en position normale et un scrotum de forme également normale, bien plissé et bien pigmenté. Donc ici, c'est des graphiques. À gauche, c'est le développement de la verge, la taille de la verge, même en intra-utérin. Et on va voir qu'il y a une vitesse d'augmentation de la taille en fonction de la gestationnelle. Et il existe plusieurs courbes selon les populations qui soient étudiées. Donc là, on va voir qu'il y a des ethnicités, les ethnicités qui vont impliquer des différences entre des tailles normales ou des moyennes de la taille de la verge chez les populations-là. Donc, on va admettre que, comme j'ai dit, cette taille, elle va augmenter jusqu'à la puberté pour atteindre la taille adulte. Ici, là aussi, c'est une évolution qui est normale. Ce qui est en bleu, c'est la moyenne, et ce qui est en orange, c'est la moins 2 déviation standard pour atteindre la taille adulte. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de populations qui ont été étudiées, des populations asiatiques, européennes, américaines, et à droite, vous allez trouver une population qui est turque. Et on retient bien sûr le seuil de 2,5 cm pour le nouveau-né, un peu moins pour le bébé prématuré, et vers l'âge au-delà de 4 ans, on peut admettre que moins 2 déviations standards, ça peut simuler 3,5 cm. Il est essentiel de comprendre le mécanisme physiologique de développement de la verge dans les conditions qui soient normales avant de comprendre ce qui est pathologique et quelles sont les étiologies du micropénis chez le nouveau-né. Donc, la différenciation sexuelle fœtale, elle passe par des étapes. D'abord, le sexe génétique, 46XX ou 46XY, la mise en place du sexe gonadique avec une détermination génétique et de ce qu'on appelle la gonade bipotentielle. Cette gonade bipotentielle qui a la chance d'être soit féminine, soit masculine, un ovaire ou bien un testicule en fonction des gènes apportés. Cette gonade va produire des hormones qui vont introduire ou qui vont stimuler la virilisation d'un fœtus masculin quand il est porteur du gène 46XY. Et bien sûr, par la suite, au fur et à mesure, c'est le sexe phénotypique, c'est le développement des organes génitaux externes qu'on va voir à la naissance. Le 46XY, donc, c'est la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Inutile de vous rappeler ça. Dès le début, on a une mise en place d'un seul système qui est primitif. Et je vous fais un petit rappel par rapport au cours d'embryologie. On avait un double système müllérien et wolffien. Le Müller, c'est caractéristique du développement chez les filles et le wolffien chez le garçon.
Alors, la gonade bipotentielle, elle va se différencier à travers la crête génitale pour devenir soit ovaire, soit un testicule. Et vous savez tous que dans le testicule, il y a deux types de cellules, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli, elles vont produire ce qu'on appelle l'hormone antimüllérienne. C'est elle qui va entraîner la régression des canaux de Müller pour les faire disparaître. Et quant à la testostérone qui est sécrétée par les cellules leydigiennes, elle va stimuler la prolifération et, des canaux de Wolff pour aboutir au reste des organes génitaux internes. Donc, du sexe génétique vers le sexe gonadique, un testicule immature, au-delà de 7 semaines, il est capable, et retenez bien, 7 semaines de gestation, il est capable de produire de la testostérone. Le sexe phénotypique, c'est la production de testostérone et d'hormones antimüllériennes qui va entraîner la régression des canaux du Müller. Et chez la fille, il n'y a pas de production hormonale. C'est ça ce qui fait la différence. Un organe, une gonade qui produit des hormones pour évoluer et l'autre qui ne produit pas et qui va faire régresser les canaux de Wolff. La mise en place des organes génitaux externes qui va se faire au fur et à mesure, excusez-moi, et à la naissance, on aura l'aspect phénotypique typique d'un garçon 46XX ou 46XY ou une fille 46XX, et bien sûr à la puberté, on aura la production d'hormones sexuelles et le développement des caractères sexuels secondaires. Le timing, il est très important parce qu'un problème ou un accident qui va se procurer au cours de ce timing-là, il va empêcher la cascade qui va venir. Donc, comme j'ai dit, une gonade qui est bien développée, c'est à partir de 7 semaines où on a la production de testostérone chez le garçon. En même temps que la production d'hormones anti-müllériennes qui va faire régresser les canaux de Müller. Puis par la suite, il y aura les différentes cascades phénotypiques qui vont se succéder avec le temps. Ainsi, une verge de morphologie et de taille normale, elle nécessite une synthèse suffisante de testostérone, d'accord, stimulée initialement par l'ACG placentaire. Donc le placenta qui va produire de l'ACG, c'est lui qui va faire le première étape de sécrétion, de stimulation des cellules leydigiennes pour produire de la testostérone. Et puis, par la suite, c'est la LH hypophysaire fœtale, au-delà de 7 semaines d'aménorrhée, qui va continuer à produire de la testostérone et agir au niveau des récepteurs des androgènes. Et la sécrétion d'une hormone appelée la dihydrotestostérone, c'est la forme active au niveau des tissus périphériques qui va faire l'action de la testostérone pour la virilisation. Et c'est une hormone qui est nécessaire pour la virilisation externe et qui nécessite une enzyme qui est appelée 5-alpha-réductase. C'est elle qui va convertir la testostérone à la dihydrotestostérone. L'hormone de croissance, il y a un mot là-dessus parce qu'elle va agir également et jouer un rôle en stimulant cette enzyme et les récepteurs aux androgènes. C'est pour ça que les enfants ou les nouveau-nés avec un déficit en hormone de croissance, c'est l'un des adages qu'on a pris au cours des cours de pédiatrie. Un bébé avec un micropénis, attention, il faut suspecter un déficit en GH. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il est vrai sensiblement qu'il y a beaucoup de gènes spécifiques de la croissance de l'héberge qui sont en cours de découverte. D'accord ? C'est comme toutes les autres pathologies, ou les pathologies, on parle d'idiopathique. Maintenant, les progrès de la génétique, du NGS, etc., du séquençage, ils vont permettre de découvrir beaucoup plus de gènes de croissance, même cellulaires, qui vont intervenir et qui ne sont pas encore tous connus à 100%. La présence ainsi d'un micropénis en prénatal, il est le signe d'un défaut hormonal survenu après 12 semaines de grossesse, puisqu'on a dit avant, c'était surtout la commande maternelle. Comment se constitue un micropénis? On a ici les différentes, je fais que rappeler ici la différenciation sexuelle à travers un double système génital. Ici, c'est le garçon, c'est ça, la gonade, c'est le testicule qui nous intéresse. Et puis par la suite, les organes génitaux externes. Et ici, la différenciation phénotypique, c'est-à-dire des organes génitaux, de l'organe génital externe qui va se faire au fur et à mesure avec le temps. À la naissance, on va parler d'un phénomène qui est très, je ne dirais pas à la mode, mais qui cache encore derrière lui tout cet énigmatique. Puisque quelques minutes après la naissance, il y aura un pic de LH suite à la stimulation de la GnRH qui va entraîner un pic de testostérone qui va durer les 36 heures. Et là, je souligne ça, ce mécanisme physiologique, pour donner de l'intérêt à la mesure des biologiques hormonales au cours de cette période qui est très critique.
Puis par la suite, après la section du cordon ombilical, les stéroïdes ils vont chuter. Puis par la suite, la GnRH hypophysaire, bien sûr, du nouveau-né, elle sera détectable après et c'est elle qui sera responsable encore d'une stimulation des gonadotrophines FSH-LH, de la testostérone jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc c'est cette période-là, entre la naissance et 6 mois, qui est capitale pour l'exploration hormonale endocrinienne d'un micropénis. Donc là, on a la GH et on a la testostérone. C'est cette sécrétion qui est pulsatile ici, la période fœtale, on en a parlé, puis par la suite, cette mini-puberté qui va être suivie d'une quiescence. D'accord ? Donc ça ne sert à rien de mesurer ici de la testostérone parce qu'automatiquement, physiologiquement, elle sera très très basse à cause de ce silence hormonal qui va attendre le moment opportun pour faire le signal au moment de la puberté pour se déclencher. Et bien sûr, ce phénomène-là, il cache derrière toute cette cinétique et cette sécrétion pulsatile de gonadotrophine et de GnRH. Donc l'activité hormonale de l'axe hypothalamo-hypophysaire des testicules, elle augmente les 6 premiers mois, d'où l'intérêt de la mesure maximale, c'est à 45 jours, et ça va s'en suivre une augmentation du volume testiculaire et de la longueur de la verge qui est observée de façon physiologique de cette période. Donc voilà, donc ici, c'est la corrélation entre l'augmentation de la taille de la verge avec les semaines de gestation, puis par la suite de la naissance, et ces phénomènes qui est la mini-puberté, qui est la sécrétion pulsatile d'hormones et d'androgènes qui va être responsable de l'augmentation de la taille de la verge. On ne peut pas parler de génétique, on ne peut pas parler d'hormones sans parler d'environnement. On en parle beaucoup actuellement et particulièrement par rapport aux perturbateurs endocriniens. Ça coule, l'encre, ça fait ces 30 dernières années. Encore plus par rapport à l'hypospadias, vous avez certainement entendu parler. Et ce sont ces effets d'anti-androgénisation, c'est d'effets de sous-masculinisation chez les bébés masculins au sein de ventre de leur maman et l'utilisation de beaucoup de produits, en plus des perturbateurs endocriniens. Ici, je vous donne juste les études qui ont été faites par rapport à l'effet des perturbateurs endocriniens par rapport à la taille de la verge. Vous avez ici les pesticides et les insecticides et beaucoup les phtalates, les phytoœstrogènes, etc., les dioxydes, les antifongiques chez la maman. Donc tout ça, ça a été impliqué ou même avec une certaine hypothèse qu'il y a un effet direct par rapport au développement. Alors comment ils vont agir ces perturbateurs endocriniens? Donc ils vont agir à différents niveaux, que ce soit le gène de l'insuline qui va en stimuler la descente des testicules en atrace frontale. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cryptorchidie, on a beaucoup d'hypospadias qui sont clairement déterminés après exposition certaine de perturbateurs endocriniens. Par rapport au micropénis, les études elles restent très variables, puisque ici c'est une série de plusieurs cohortes à travers le temps depuis 1942, ici par exemple aux États-Unis, jusqu'à 2021. On n'arrive pas à remarquer cette différence de taille par rapport à la taille de la verge à travers les années. Donc ça, c'est un argument contre l'effet direct des transgénérationnels des perturbateurs endocriniens. Donc je vous dis, c'est un sujet qui est de débat, d'actualité par rapport à l'implication directe des perturbateurs endocriniens. Donc, un micropénis, alors, donc, ça peut être le témoin d'une insuffisance hypophysaire congénitale multiple, parce qu'on a bien démontré que le développement il se fait en intra-utérin, il se poursuit au cours de cette mini-puberté, et parfois ça nécessite un traitement substitutif urgent. Le contexte clinique. Alors, quel est le contexte clinique ici? C'est une approche qui est complètement pratique. Vous avez recevoir les parents. À chaque fois que je vois le papa et la maman rentrer seuls ou la maman rentrer seule, je me dis, voilà, elle va me parler après, par rapport à la verge de son fils pour me dire, voilà, c'est un micropénis. Donc, c'est un sujet qui est très cassant pour les parents. Il y a des parents qui sont obsédés par la taille. Je ne sais pas s'il y en a fait à la mode, mais les parents, ils sont vraiment obsédés. Parfois, c'est une simple consultation du micropénis qui va se convertir en une consultation d'obésité, etc., parce qu'on va voir qu'il y a un lien entre les deux. La circoncision, là aussi, c'est un moment opportun pour le chirurgien pédiatre quand il va remarquer qu'il ne peut pas opérer ou qu'il ne peut pas faire une circoncision sur une verge qui est parfois petite. Donc parfois, ce moment-là, heureusement, ça nous fait un mode d'entrée pour le diagnostic de ce micropénis. Un bon pédiatre fait un examen systématique et mesure la taille de la verge, recherche la position des testicules en atrace scrotale. Ça peut être également au cours d'un examen, au cours d'un retard pubertaire, un retard de croissance secondaire, un retard pubertaire, et voilà, on tombe sur un micropénis. Une obésité, ici, c'est un piège, c'est la verge enfuie, je ne vais pas cesser de le dire. Une verge enfuie, ce n'est pas un micropénis. Donc, c'est l'occasion d'impliquer les règles hygiéno-diététiques par rapport à un enfant qui présente une obésité.
Un âge plus tardif, c'est un adulte qui va consulter pour une stérilité, une impuissance sexuelle. Et bien sûr, parfois, on a des retombées psychologiques avec une anxiété et un stress, avec parfois des difficultés psychosociales quand on se concentre sur la taille de sa verge. Donc l'interrogatoire, vous recevez un enfant dont les parents ils réclament que leur enfant présente un micropénis, il faut toujours chercher les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, s'il y a une pathologie dans la famille, des organes génitaux, stérilité, consanguinité, c'est clair. Faire un arbre généalogique si nécessaire, parce que vous savez que les pathologies autosomiques récessives, donc ça peut être facilement le lié à des maladies endocriniennes telles que les déficits du tissu testiculaire. La grossesse. Aussi, j'aime bien demander ce genre de questions, la prise de traitement, l'exposition à d'éventuels perturbateurs, une zone à risque, ça aussi je le note dans le dossier. Et bien sûr, si la maman elle a bénéficié d'échographies, avec les échographies de dernière génération, on peut faire un diagnostic même en intra-utérin et on peut même parfois se tromper de sexe quand le bourgeon il est très petit. On doit mesurer le bébé à la naissance, préciser son âge gestationnel, parce qu'on a corrélé la taille de la verge par rapport à l'âge gestationnel. On doit rechercher une prise pondérale, le tonus, l'hypoglycémie. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on a parlé d'anomalie de l'axe hypophysaire. Donc un déficit en GH, il peut donner un micropénis, il peut donner une hypoglycémie. Des anomalies associées de la ligne médiane, là aussi un développement de la ligne médiane avec tous les déficits de la région hypothalamo-hypophysaire. Après un bon interrogatoire, bien sûr, il faut examiner. Cet examen, il est double. Il va chercher, essayer de nous orienter vers l'étiologie et en même temps, en premier lieu, d'abord, de confirmer votre micropénis. L'attraction, la méthode d'examen, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Donc, il faut être très souple entre ses doigts. Il faut essayer de faire une traction douce jusqu'à la résistance. Donc, ici, pour les bébés, généralement, ou pour les enfants qui ne sont pas encore circoncis. Donc, on va essayer de prendre le gland entre le pouce et l'index et on va essayer de faire une traction douce et essayer d'appuyer au maximum avec le pubis. Donc, la traction doit être douce, mais il faut appuyer à ce qu'on dégage, on décale un petit peu la graisse suspubienne, désenfouissant la verge et surtout chez l'enfant obèse. D'accord? Ce n'est pas un aspect macroscopique, mais il faut maintenir la verge, il faut la mesurer sur la longueur et sur la largeur. Parce que les vrais micropénis, on a une diminution également de la largeur, parce qu'on va parler également d'une hypoplasie du corps caverneux. Il vous reste 3 minutes. 2,55. Alors, il y a plusieurs méthodes pour mesurer. Donc, on peut avoir une réglette pour avoir un mètre ruban. Et il y a certains auteurs qui peuvent préconiser une seringue. Ça leur permet d'aspirer un petit peu cette verge et avoir une mesure plus ou moins objective. La verge amphie, voilà, donc c'est le classique piège. Pas besoin d'alarmer les parents, pas besoin de faire un bilan devant une verge qui est amphie. L'examen des organes génitaux, il faut examiner le gonade. J'ai parlé d'un micropénis où l'examen des organes génitaux, il est normal, mais on doit rechercher les anomalies qui sont associées, une coudure, des gonades qui ne sont pas palpables, des orifices, bien sûr, un hypospadia, ça va tout chamboler, une asymétrie qui sont beaucoup plus orientateurs d'une anomalie de développement sexuel. La courbe de croissance, c'est capital. Le retard de croissance, il faut le signaler. Le stade pubertaire, la dysmorphie faciale. On a beaucoup de syndromes génétiques qui sont associés de façon, entre guillemets, physiologique avec un micropénis. Le simple exemple, c'est la trisomie 21. Donc, quel bilan à faire? Donc, maintenant, on a examiné, je suis sûre de mon micropénis, quel bilan je dois faire? Je suis harcelée par les parents. Alors, le premier bilan à faire, ou le premier piège, ou le premier diagnostic à évoquer, c'est l'hypopituitarisme congénital. Quand vous avez une anomalie de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, on a un axe touché, c'est l'axe somatotrope ou corticotrope, qui peuvent s'exprimer tout simplement par un ictère prolongé. Donc, ictère prolongé, pensez au déficit corticotrope et mesurer un cortisol. Ici, le signe d'appel, c'est l'hypoglycémie. Donc, c'est l'une des étiologies d'hypoglycémie néonatale, une glycémie en urgence, un cortisol ACTH. Si vous avez cette hypoglycémie, il faut compléter. On peut doser la GH. C'est la seule situation où on peut doser un dosage de GH de façon statique que sans dynamique, c'est chez le nouveau-né, parce qu'il est contre-indiqué de faire un test de stimulation chez un nouveau-né. Un dosage de GH plus de 7 microgrammes par litre, ça élimine un déficit en hormones de croissance. Et bien sûr, il faut compléter par une T4, parce que la TSH peut être normale ou basse, pour le déficit thyréotrope. Alors, pour récapituler, donc avant G3, c'est un moment très opportun pour demander un bilan. Une GH, une testostérone, les gonadotrophines FSH-LH, des hormones thyroïdiennes, l'inhibine B et l'AMH, et un chlorotype, bien sûr, si vous avez des anomalies génitales associées. Ce bilan peut être également demandé entre J15 et J45, et là, je souligne la mini-puberté, où vous avez ce pic de sécrétion. C'est là où vous pouvez analyser votre bilan hormonal.
Donc, on peut facilement faire la testostérone avec ses précurseurs, 17-OHP, delta-4, DHEAS, une AMH et un karyotype, et une échographie parfois pelvienne et rénale pour chercher des anomalies associées dans un cadre d'un syndrome génétique. Donc, comme j'ai dit dans le cours de la mini-puberté, c'est là où vous avez une période de choix pour l'exploration du micropénis. Et je le répète, un bébé, idéalement, c'est cette période-là, on peut doser sa LH, sa testostérone, ses gonadotrophines. Alors, LH, testostérone, c'est la fonction lydigienne, FSH et MH, c'est la fonction sertolienne. Et bien sûr, les gonadotrophines, on peut les doser avant ou après les tests. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de disponibilité du produit. Donc, pendant l'enfance, seules les sécrétions sertoliennes du testicule sont mesurables, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. On ne peut faire que la MH, qui peut orienter vers la fonction sertolienne. La testo et la gonadotrophine sont physiologiquement basses. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de demander la testostérone chez un enfant prépubère. Automatiquement, elle sera basse. Vous allez alarmer les parents sans rien du tout. Donc, par contre, on peut demander un test à l'HCG. D'accord. Donc les étiologies, comme j'ai dit, c'est l'axe somatotrope, je l'ai dit, c'est l'axe gonadotrope. Et ça peut être syndromique, des syndromes qui sont parfois très faciles à reconnaître. Et le traitement, c'est l'application locale ou bien l'application par testostérone. C'est le seul traitement qui existe, d'accord? Avant 2 ans, c'est de faibles dosages de testostérone. Alors, le problème entre la testostérone en IM et en gel de dihydrotestostérone, c'est le risque d'accélération de la maturation osseuse. Donc, on a des protocoles qui sont bien clairs. Donc, ce traitement va permettre d'augmenter, et généralement, il est très efficace pour augmenter la taille de la verge, et la qualité de vie et l'aspect psychologique, il est nettement meilleur. Donc, en conclusion, le retard parfois de consultation, ça peut amener à des conséquences fâcheuses, surtout quand on va avoir les mains ligotées par rapport à une exploration endocrinienne et biologique. Le micropénis isolé peut être l'orientation d'un trouble endocrinien qui peut être parfois grave, et la prise en charge, c'est un traitement médical et parfois psychologique, et je souligne les règles hygiéno-diététiques quand on a une obésité sous-jacente. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Abou Rezzaq.